sont déjà trop forts, les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire, c'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des mères et de l'appui de la population qu'on aurait perdu cette grève-là. Pour nous rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas l'ordre du jour, c'est pas l'espoir qui prime, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. En direct, c'est une émission qui traite à chaque 2 semaines d'actualité syndicale, de conditions de travail, de culture et d'histoire militante. Notre objectif est de montrer le point de vue des travailleuses et travailleurs et de discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et à l'occasion de présenter des capsules sur leur histoire. Action en direct est produite par des membres du syndicat industriel des travailleuses et travailleurs, aussi connu sous son nom anglais, l'IWW, pour Industrial Workers of the World. Il s'agit d'un syndicat qui a fait son apparition aux États-Unis en 1905 et qui misait sur la solidarité de classe en organisant ensemble les travailleuses et travailleurs de différents métiers au sein d'une industrie plutôt que par corporation de métiers comme c'était assez courant à l'époque. Pour donner un exemple concret actuel, il s'agirait d'organiser dans un même syndicat les secrétaires, les concierges et les enseignants-enseignantes d'une école plutôt que de manière isolée selon leur métier. Dès sa fondation, le IWW défend des principes révolutionnaires et anticapitalistes et se distingue des autres syndicats en admettant dans ses rangs les femmes, les immigrés et les afro-américaines américains. Aujourd'hui, le IWW ne fonctionne plus exactement sous la même formule de membership. C'est une organisation syndicale progressiste et de solidarité qui fait de la mobilisation sur le terrain en dehors des voies traditionnelles. On organise nos milieux de travail sur des bases égalitaires et autogestionnaires. On aide des travailleuses et travailleurs à récupérer des salaires volés par leur employeur avec notre campagne Réclame ta paye. On va à la rencontre des employés en lutte dans différents secteurs et on leur apporte du soutien. Donc, vous écoutez Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville. On est le jeudi 19 novembre. Mon nom est Camille et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Émission qui portera d'ailleurs sur les lois spéciales. Comme vous le savez peut-être, les négociations du gouvernement avec les employés du secteur public piétinent depuis un certain temps. D'ailleurs, le Front commun syndical a décidé hier de reporter les journées de grève qui étaient prévues le 1er, 2 et 3 décembre afin, nous dit-on, de laisser toute la place à la négociation. Alors que plane la menace d'une loi spéciale, on est allé rencontrer des travailleurs, des travailleuses et différents intervenants. D'abord, Francis, t'es allé rencontrer mardi matin des grévistes de l'hôpital Saint-Luc? Oui, effectivement, j'ai effectué quelques entrevues sur une épitage du CHUM et je vais pas vous le montrer sous peu. Merci. Et ensuite, on va vous présenter 2 entrevues, l'une avec Martin Petitclerc, professeur d'histoire, qui va nous parler de l'histoire des lois spéciales au Québec. Et l'autre entrevue avec Xavier Lafrance, professeur de sciences politiques, qui nous a présenté la lutte des enseignants et enseignantes de Colombie-Britannique en 2005 face à une loi spéciale. On a également rencontré Richard Alexandre, qui est juriste et membre des IWW, qui nous a expliqué en quoi consistait sur le plan légal une loi spéciale.
Puis, pour la rubrique culturelle, on va d'abord recevoir Jean-François qui va nous parler d'attentats et de colonialisme. Oui, bien, on a vu dans la foulée des terribles attentats qui ont secoué la ville de Paris, la France vient de voter la loi des mesures de guerre. Qu'est-ce que ça implique du point de vue des travailleurs, des citoyens, etc. Et également, Félix, tu vas nous faire un compte-rendu du documentaire Carré rouge sur fond noir. Oui, je ferai un petit retour dans la nostalgie et je ferai d'ailleurs un lien avec la loi spéciale qui est apparue à ce moment durant cette grève, ma foi, historique. Et je vous parlerai également du calendrier en fin d'émission. Parfait. Donc, sans plus tarder, le reportage de l'hôpital Saint-Luc. Ce mardi 7 novembre, nous sommes allés à la rencontre des travailleuses et travailleurs du CHUM qui tenaient un piquet de grève devant l'entrée de l'hôpital Saint-Luc à Montréal, au coin des rues Saint-Denis et René-Lévesque. Nous sommes venus soutenir les grévistes avec une douzaine de camarades du comité Solidarité du IWW. Nous avons d'abord demandé à Charles, syndicaliste et employé du CHUM, les raisons de sa présence. Premièrement, on est au CHUM. On est au CHUM Incorporated, OK? C'est-à-dire qu'ils ont construit en mode PPP le futur CHUM, puis ça va coûter 2 milliards de plus que prévu. Pendant ce temps-là, on annule des bains ici, on coupe des services à la population, puis après, ils viennent nous dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais pourtant, ils en ont pour enrichir des gros conglomérats qui vont faire des CHUM en PPP. On est ici aussi pour nos services publics, parce qu'on veut maintenir des services publics universels et gratuits. C'est une de nos grosses revendications. Puis aussi, ben oui, pour les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs. Pourquoi? Parce que des travailleurs qui ont des bonnes conditions de travail, ben ils offrent des bons services. La crainte d'une loi spéciale forçant le retour au travail est sur toutes les lèvres des syndiqués et des grévistes ces derniers jours. Pour Charles, ce n'est pourtant pas un drame, c'est peut-être plus une opportunité. Bon, si ça arrive, on ne le souhaite pas, c'est sûr, un décret. Premièrement, c'est quoi un décret? C'est une loi qui est antidémocratique, qui est faite contre les travailleurs pour casser un mouvement, pour faire peur aux travailleurs, en ayant des pertes d'ancienneté, en donnant des pénalités monétaires, tout ça. Alors, c'est sûr qu'en premier lieu, pour nos travailleurs, c'est peut-être pas évident. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de décret. S'il y en a un, on espère que nos instances syndicales vont arriver avec un plan d'action qui va être à la mesure de ce mépris-là. Et ensuite, ça va être aux travailleuses, aux travailleurs de la base de décider s'ils veulent défier ou non le décret, mais il va falloir avoir l'appui de la population, de nos syndicats aussi, de nos instances syndicales, ça va être important. Rien ne se fera donc sans l'appui de la population, la société civile, les mouvements communautaires et étudiants. En discutant avec d'autres travailleuses et travailleurs, on a pu entendre plusieurs points de vue sur la situation. Plus de nuances et d'appréhension, mais même conclusion pour Françoise, physiothérapeute à l'hôpital Saint-Luc. Bon, s'il y a une loi spéciale qui arrive, moi, je suis une simple travailleuse. Je suis pas au courant des différents scénarios que les syndicats, les dirigeants syndicaux ont prévus à cet effet-là. Les lois spéciales, malheureusement, dans le réseau de la santé, on est très, très limité au niveau de notre pouvoir de grève ou de démocratie. On a des lois spéciales. On peut sortir seulement 42 minutes par jour de travail. On doit assurer les services essentiels. Donc, s'il y a une loi spéciale, ça coûte extrêmement cher aux syndiqués, aux centrales syndicales. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, à moins d'avoir un mouvement national massif. Il faudrait que les Québécois se revirent de bord, mais pas juste les travailleurs, la population aussi. Je pense que c'est ça qui ferait bouger le gouvernement. Je ne sais pas si les gens sont rendus là. Je pense qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe présentement dans le réseau public au Québec. Profitant du micro, les personnes rencontrées ont pu dire ce qu'ils et elles avaient sur le cœur et ce qu'on leur demande jamais en tant que simples travailleurs et travailleuses de la base. On s'inquiète en écoutant encore Charles et puis Françoise. Il y en a de l'argent, c'est juste qu'elle est mal répartie, puis c'est tout le temps les mêmes qui payent parce qu'il y a des échappatoires fiscaux, le profit des banques, tout ce qui n'est pas taxé. Si on faisait juste taxer un peu plus le capital pour faire la révolution, là, juste être un peu plus sensé dans où on va chercher l'argent, il n'y en aurait pas de déficit pour investir dans la santé publique. Moi, je lance un message aux syndiqués, combattez ce mensonge-là, c'est le plus gros mensonge qu'il n'y a pas. Il y en a de l'argent, c'est qu'ils ne vont pas y chercher aux bons endroits. On peut garder et maintenir notre système d'éducation de la santé, mais il faut juste trouver des façons de le faire. Puis je pense que s'ils demandaient aux gens de la base, on a plein d'idées, plein de solutions, mais on n'est jamais consulté. We, the people, are the ones who gonna have to fight. We used to say, which side are you on? Which side are you on? The truth is, we're in so much debt that the only way out is revolution or war.
So now the question is, which side are you on? Which side are you on, boy? Which side are you on, my lord? Which side are you on, boy? Which side are you on, my lord? See, before I draw the line, let me welcome you close to all the folks who knew Obama, so the people a hoax. Gave the money to suckers while our community still poor. Withdrew the troops but started another war. Colonizing, terrorizing, creating the oil crisis so they can make a killer, no food and gas prices. Prisons is filling, they trying to lock up the future. Militarized borders and control of computers. Want a stupid bumping music that ain't healthy for the shortest. Privatizing schools and policemen in the hallways. Can't be dormant, I'm awoke and rise up, be ready. Brought the family with us and we hold the machetes. Riding the fence, too many people be riding the fence. Yeah, you say you ready for war, but are you convinced? I'm not convinced. If you're a rider, freedom fighter, crowd excited, then let's do this. We can make one big united, middle finger to the U.S. Give me the bravest and the truest, fuck the hippest and the coolest. We gon' spark this revolution and cross this off our to-do list. Put your foot down if you look down on this criminal system. Put your book down and get shook down like my niggas in prison. Don't be condemning and condoning their actions in one sentence. Make up your mind, choose your side. Is you a patriot or a menace to society? So riot or sit by quietly, but don't pull out your flag and try to say you gon' ride with me. You flip-flopping like hip-hop, I don't get locked in that trick box. Get got like Big and Pop, shit's got to stop. I am the people, not the pig, I repeat after Fred. So please blow my brains out if I ever forget. I'm with the independent thinkers, I'm down with the movers and the shakers and the ex-Henny drinkers, the non-smokers, the health advocates, the non-voters, the young bloods in the hood training like soldiers. I'm on the side of the tracks with the hood gardens, the little child that don't color inside the margins. I don't ride the fence, I cultivate my strength, cause if it ain't about power, it don't make sense. I've been down with Boogie Down since BDP, some Brown Pride, and Black Power make RBG. An OG told me choose battles wisely. In the struggle, don't forget your children and your wifey. If you don't see me on the podium preaching it, every day I hope my every action is teaching it. Cause revolution is a process, it's not a speech or a panel. Don't bite off more than you can handle. Shots in Palestina, con todos los estudiantes por educación gratuita. I'm with workers uprising and the right to unionize. We ain't crossed the border, so you better legalize. I'm with La Peña del Bronx. I'm still with Victor Toro, cause gentrification is polluting my borough. So bro, never. South Bronx forever. Decolonize the block, make your neighborhood better. I ain't down with the rich, I'm more Richie Perez. Don't talk to grand juries or cooperate with feds. I'm with students, doctors, janitors, teachers. We need living wages, but they don't believe us. Monida, Barretto, Spofford, Hunts Point, my hood, I love. We join forces, forming our deck, BX. Taking over buildings, rebel Diaz for the children. Vous écoutez toujours Action en direct, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. On vient d'entendre la chanson Which Side Are You On de Rebel Diaz. Pour cette émission, Loi spéciale, on a aussi eu envie d'aller voir dans l'histoire récente des mouvements sociaux et des grèves afin d'y trouver des outils pour résister aujourd'hui au véritable rouleau compresseur que sont les lois spéciales. Cette semaine, on a rencontré Martin Petitclerc, qui est professeur en histoire à l'UQAM et qui s'est intéressé dans ses recherches aux lois spéciales des dernières décennies au Québec. On lui a d'abord demandé quelles ont été les principales lois spéciales auxquelles les travailleurs et travailleuses des services publics ont fait face dans les dernières années. Spéciales, il y en a eu plusieurs. 39 depuis 1965. La plupart, ce sont des lois spéciales qui ont été adoptées dans le cadre des négociations dans le secteur public. La première loi spéciale qui était vraiment importante dans cette histoire-là, c'est en 1967. Et donc, c'est la première grève vraiment des enseignants et des enseignantes primaires, secondaires. Et c'est dans ce contexte-là, donc, qu'on adopte l'une des premières lois spéciales et certainement la plus importante, la loi 25, qui suspend du jour au lendemain le droit de grève.
Et ça, c'est important, c'est une caractéristique des lois spéciales, c'est-à-dire que la loi spéciale vient suspendre un droit qui avait été reconnu par le Code du travail. La deuxième loi spéciale qui est vraiment bien connue, c'est la loi qui est adoptée en 1972 dans le cadre des négociations de ce qu'on va appeler le premier Front commun. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement libéral de l'époque, en 72, après une dizaine de jours d'une grève générale des travailleurs, des travailleuses du secteur public, donc 200 000 travailleurs, travailleuses quand même, c'est dans ce contexte-là que le gouvernement libéral adopte une loi spéciale qui va être dénoncée à l'époque comme la loi Matraque. Cette loi-là va être respectée en grande partie par les travailleurs, les travailleuses, mais quelques jours plus tard, les présidents de centrales vont être emprisonnés pour avoir désobéi à certaines injonctions, ce qui va engendrer une grève illégale massive, en fait, de 300-400 000 personnes dans l'ensemble du Québec. Et ça a été donc une grande période là, de soulèvement où est-ce qu'il y avait déjà une loi spéciale là, vraiment qui était centrale. Donc, en 83 est adoptée la loi 111, qui est une loi spéciale qui était vraiment importante, qui visait à mettre fin à une grève illégale des enseignants et des enseignantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1982, en prenant prétexte d'une crise économique importante, le gouvernement du Parti québécois, en 82, donc, décide d'imposer des réductions de salaire, ouvre les conventions collectives, suspend le droit de grève pendant 3 ans, modifie le système les régimes de retraite, impose le Conseil des services essentiels, donc une transformation majeure des conditions de travail, des relations de travail dans le secteur public, avec évidemment des coupures importantes dans les services publics. En 83, le mouvement syndical a de la difficulté à se mobiliser avec une crise économique importante. Et donc, à la fin du mois de janvier, une partie des enseignants et des enseignantes décident de partir en grève illégale cette fois-là, puisque le droit de grève avait été suspendu l'année précédente. Et on va faire une grève de quelques semaines et on va adopter la loi 111, qui est la loi spéciale la plus dure, en fait, qui a jamais été adoptée dans l'histoire du Québec. C'est la loi 111 qui va imposer pour la première fois des pertes d'ancienneté pour chaque jour de grève. La loi 111 prévoit la perte de 3 années d'ancienneté pour chaque jour de grève illégale, la suspension de la formule RAND, etc., des amendes astronomiques pour chaque jour de grève, à la fois pour les grévistes, pour les représentants syndicaux et pour les centrales syndicales. Donc, la loi 111 a été vraiment une loi spéciale extrêmement importante qui va inspirer par la suite la fameuse loi 160, qui est la loi sur les services essentiels dans le système de santé, qui va être adoptée, celle-là, en 1985, et qui va reprendre la plupart des dispositions de la loi 111. Et cette loi 160 sur les services essentiels, c'est cette loi-là qui régit encore les relations de travail dans le système de santé. Et lorsque les infirmières ont déclenché la grève en 1989 et 1999, c'était en défiant la loi 160, qui était cette loi spéciale adoptée en 1985, qui est devenue une loi permanente. C'est donc une loi spéciale, mais une loi permanente qui s'applique toujours encore aujourd'hui, puis qui interdit à peu de choses près la grève dans le système de santé. On lui a ensuite demandé s'il y avait eu des résistances aux lois spéciales et quelles stratégies ont été utilisées par les syndiqués pour y faire face. Il y a eu des moments quand même, je pense à la grève des postiers en 1977-78, les 2 grèves des infirmières en 89-99, la grève des enseignants en 1983. On a défié la loi spéciale. Ça a été, il ne faut pas se le cacher, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. La loi spéciale est faite de telle façon qu'elle vise, en imposant des amendes et des pertes de salaire et des pertes d'ancienneté qui sont si lourdes à porter pour les individus. La loi spéciale vise précisément à créer des tensions à l'intérieur des syndicats. Et c'est la première chose qu'on voit lorsqu'une loi spéciale est adoptée. Ce sont des tensions énormes à l'intérieur des syndicats et c'est ça, en grande partie, et le premier défi que doivent rencontrer les syndicats. Une des choses qui est un peu critique lorsqu'on défie une loi spéciale, c'est que certains membres peuvent être plus pénalisés
visés par les amendes que d'autres. Certains ont été davantage sur les piquets de grève que d'autres. Et là, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va socialiser en quelque sorte les amendes. On va partager les amendes pour que tout le monde paie la même part d'amende. Et les stratégies aussi de grève rotative, c'est des choses qu'on a déjà vues. Un des défis aussi, lorsqu'on défie une loi spéciale pour les syndicats, c'est qu'on se retrouve du jour au lendemain sans la cotisation syndicale. Donc là, les syndicats doivent s'organiser pour aller chercher les cotisations des membres. Une des choses que le mouvement syndical et les centrales syndicales ont fait pour s'opposer aux lois spéciales, c'était d'avoir recours à la justice. C'est un processus qui est très long, très, très laborieux, avec des résultats souvent ambigus, même si parfois on peut espérer une décision qui ne soit pas trop contraire aux intérêts des syndicats, mais c'est quelque chose qui est très laborieux, très difficile. Ce qui nous amène à l'idée que la résistance à la loi spéciale, au final, est une résistance qui est nécessairement politique. Il faut vraiment penser à des solidarités à l'extérieur des lieux de travail, avec les mouvements sociaux, mouvements étudiants, mouvements communautaires. Ça peut sembler évident, mais c'est quelque chose qui est bon de rappeler, que la loi spéciale est vraiment un geste politique, une suspension arbitraire des règles de droit. Et ça, c'est tout le monde au final qui peut, les étudiants l'ont vu en 2012, c'est tout le monde qui peut être visé par une loi spéciale. Et pour terminer, on a cherché à savoir s'il y avait une judiciarisation des conflits de travail dans les dernières années. Oui, la judiciarisation, c'est un phénomène qui est évident depuis... En fait, depuis les années 60, ça a été, c'est quelque chose. En fait, le Code du travail est déjà un premier encadrement, donc encadrement des relations de travail. À partir de là, on voit dès les années 60 des injonctions s'accumuler lors de grèves. D'ailleurs, les lois spéciales visent en grande partie à répondre aux problèmes du respect des injonctions. En fait, les travailleurs, les travailleuses ne respectent pas les injonctions et on adopte des lois spéciales dans les années 70 pour secourir en quelque sorte les injonctions des tribunaux qui ne sont pas respectées. On va voir dans les années 80, une fois qu'on va se rendre compte donc l'effet des injonctions est plutôt mitigé. On va renforcer en fait la conception des services essentiels et là on va mettre sur pied un conseil des services essentiels qui va avoir les pouvoirs d'un tribunal. Le pouvoir d'un tribunal. Ça devient un tribunal administratif et le conseil des services essentiels va intervenir à chaque grève, va intervenir quotidiennement dans les relations de travail. Depuis l'adoption donc du Code du travail, ça mène à une certaine judiciarisation. Mais le mouvement syndical doit vraiment prendre garde de ne pas trop de garder une place pour l'action politique parce qu'on peut facilement être absorbé donc par cette dimension juridique en fait des relations. Donc, c'était Martin Petitclerc, professeur en histoire à l'UQAM, qui nous parlait des lois spéciales. Et on a également discuté avec Xavier Lafrance, professeur de sciences politiques également à l'UQAM, qui nous a parlé d'une grève des enseignants et enseignantes qui s'est déroulée en Colombie-Britannique en 2005. Donc, il y a eu une grève assez importante et inspirante menée par les enseignants et enseignantes du niveau primaire et secondaire en Colombie-Britannique en 2005. Le contexte historique de cette grève-là, d'abord, remonte à 2001 avec l'élection du Parti libéral en Colombie-Britannique. Très vaste majorité. Le parti est élu et a un agenda de réforme, de restructuration néolibérale très, très affirmée. Et donc, déjà, le milieu syndical, la gauche de façon générale, les différents mouvements sociaux savent à quoi s'attendre et se préparent à la lutte. Et il y aura déjà des mobilisations, différentes manifestations de 2002, de 2001, 2002, au début du mandat du gouvernement. Et rapidement, le gouvernement va notamment faire en sorte que l'éducation au niveau primaire et secondaire soit reconnue. C'est enchâssé dans une loi que le gouvernement adopte, que donc l'éducation primaire et secondaire soit reconnue comme un service essentiel, ce qui limite grandement la possibilité de faire grève. Et donc, ça, c'est le contexte. Ce qui va arriver, là, c'est que le gouvernement de la Colombie-Britannique avait
avait voté une loi imposant des conditions de travail, donc une convention collective aux enseignants et aux enseignantes pour la période de 2002 à 2005 de cette lutte-là. Donc la grève finalement est lancée, comme je le disais. En tout, elle va durer environ 2 semaines, mais très rapidement, quelques jours après son début, il va y avoir donc le gouvernement va intervenir avec une loi qui dit on va reconduire la convention collective de 2002-2005 telle quelle pour une année encore, donc jusqu'à l'automne 2006. Donc, on essaie de couper l'herbe sous le pied au mouvement et donc la grève va devenir illégale, d'autant plus que très rapidement aussi, dans les premiers jours de la grève, la Cour suprême de la Colombie-Britannique va rendre un jugement disant que c'est une grève qui est illégale. Et quelques jours plus tard, donc, la Cour suprême va réitérer le caractère illégal de la grève. Donc, situation de grève illégale, on va persister quand même et devant ces décisions-là du gouvernement et de Cour de justice, il va y avoir un nouveau vote pour continuer la grève, même si elle est illégale, à 90%. Ça va être voté vraiment massivement. L'exécutif, d'ailleurs, va faire des tournées au local dans différents syndicats locaux pour encourager et expliquer pourquoi c'est important de continuer la grève. Et cette grève-là va se continuer, comme je le disais, pour un total d'environ 2 semaines. Et vers la fin de la grève, il va y avoir encore une fois un mouvement de solidarité. D'autres travailleurs et travailleuses du secteur public vont se mettre en grève aussi. Et là, ça va être chapeauté par le SCFP de la Colombie-Britannique qui va activement donc organiser une campagne de grève de solidarité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des grèves tournantes dans différentes régions de la province. Et il y en a 4 de prévues. La première est... il y en aura une au nord, il y en a une à l'intérieur, il y en a une dans le sud-est de la province et la dernière journée, donc il y a 4 journées de grève tournante consécutives, doit avoir lieu à Vancouver. Ces journées de grève tournante-là vont être vraiment bien suivies, massivement suivies. Des dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses du secteur public qui ne sont pas en grève vont faire une grève donc illégale de solidarité. Et de façon très intéressante, au cours de ces journées de grève tournante-là, il va y avoir un sondage fait pour savoir si le public appuie les enseignants et les enseignantes. Et juste avant la grève, donc au tout début, avant que la grève des enseignants et enseignantes soit déclenchée, donc pas les grèves de solidarité, mais vraiment la grève des enseignants et enseignantes, une dizaine de jours plus tôt, avant qu'elle soit déclenchée, l'appui, les sondages montraient 53% d'appui. Et après, donc, non seulement que la grève illégale soit déclenchée, mais aussi les grèves de solidarité tournantes, on est à un appui d'au-dessus de 60% du secteur public. Donc ça, c'est assez intéressant. Probablement que cet appui-là est lié d'abord et avant tout au fait que la solidarité s'ancre dans le fait que les autres travailleurs et travailleuses du secteur public sont attaqués et qu'il y a une conscience générale dans le public du fait qu'il y a un agenda néolibéral qui est très assumé, qui est très menaçant et qui n'est pas simplement menaçant pour les gens qui sont en grève en ce moment, c'est-à-dire les enseignants et enseignantes, mais il y a des dizaines, des centaines de milliers d'autres travailleurs et travailleuses dans le secteur public ou des gens qui sont dans des familles, où il y a des gens qui travaillent dans le secteur public, etc. Et donc, on sait qu'on est les prochains. Hein? Cette espèce d'esprit qu'on pourrait qualifier au départ corporatiste, hein, où en défendant leurs intérêts, je défends mon intérêt, n'est pas en opposition totale et claire avec une solidarité de classe plus large, donc, mais peut s'inscrire en fait dans cette solidarité de classe-là. Donc, la grève des enseignants et enseignantes et la grève de solidarité qui l'accompagne vers sa fin va se terminer de la façon suivante. Face à l'appui très fort dans l'opinion publique, démontré dans l'opinion publique par les sondages, face à la solidarité montrée en action par des grèves illégales de solidarité, le gouvernement va être forcé de revenir vers le syndicat des enseignants et enseignantes et au dire d'une militante du syndicat des enseignants et enseignantes de la Colombie-Britannique avec laquelle j'ai eu des échanges sur ces enjeux-là, le gouvernement est venu quémander, hein, en tout cas c'était le sentiment de la base, un processus de médiation. Donc le gouvernement va nommer un médiateur, va demander au syndicat son accord, il va l'obtenir et donc un médiateur va être nommé, il va y avoir un processus de médiation, un rapport du médiateur va être déposé.
et sur lequel la base va se prononcer assez rapidement et on va adopter, je pense, à 70-77%, il me semble bien, mais au-dessus de 70%, cette entente-là ou ce projet proposé par le médiateur comme convention collective. Donc, voilà. Ensuite de ça, cette entente-là ne sera pas très satisfaisante au sens où les mesures qu'elle comporte au sujet de la taille et la composition des classes ne sont pas satisfaisantes. Et dans les années suivantes, on va voir que ces processus-là ne sont pas suffisants, ne sont pas bons pour vraiment répondre aux attentes du syndicat. Par ailleurs, il va y avoir des augmentations, donc certains gains qui vont découler de cette grève-là, des augmentations de salaire notamment pour les professeurs, les enseignants et enseignantes qui sont sur appel. Donc voilà, quelques petits gains comme ça. De façon générale, c'est pas une super entente, mais il y a quand même un sentiment que d'abord on a forcé un gouvernement qui a juré qu'il ne négocierait jamais avec un syndicat en grève illégal comme ça, à négocier en fait, à demander un processus de médiation. Et ensuite de ça, les pénalités prévues dans le cadre d'une grève illégale n'ont pas été appliquées. Okay? Il n'y a pas eu d'amende, il n'y a pas eu de sanctions qui ont été appliquées pour les grévistes en situation de grève illégale. Donc ça s'est terminé sur cette note-là qui n'était pas tout à fait positive, mais quand même intéressante au sens où il n'y a pas eu de sanctions. Le gouvernement a été obligé au moins de plier dans une certaine mesure. En 2005, ça a donc été une grève illégale massive, fortement soutenue par la population et par la fonction publique et qui, sans être tout à fait victorieuse, a quand même tenu tête au gouvernement libéral. Comment alors expliquer la détermination de ce mouvement de grève? Xavier Lafrance nous propose alors 2 pistes d'explication. 2 éléments centraux qui ont permis cette grève-là au plan organisationnel. D'abord, dans le cadre vraiment de la grève des enseignants et des enseignantes, à l'intérieur du syndicat des enseignants et enseignantes, British Columbia Teachers Federation, il y a un groupe, un caucus, qui a joué un rôle central, qui s'appelle Teacher Viewpoint. C'est un caucus qui va organiser, par exemple, une participation de ses membres à différents postes pour les faire élire, différents syndicats locaux, différentes instances régionales et provinciales, etc. Mais au-delà de ça, ce caucus-là reconnaît l'importance de mobiliser à la base, de faire circuler l'information, de faire vivre, de développer une certaine culture démocratique à l'intérieur du syndicat. Et donc, ça implique tout ce travail de mobilisation à la base-là, mais l'existence aussi d'un réseau avec parfois des postes formels, mais aussi parfois informels, qui... donc un réseau de militants et de militantes qui peuvent intervenir dans les instances et donc préparer des résolutions et les défendre aux différents niveaux différentes instances syndicales, provinciales, régionales, locales, instances intermédiaires, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà plusieurs mois avant le déclenchement de la grève, donc au début de 2005, je crois, à la fin de 2004, il y a eu une instance intermédiaire du syndicat, une instance provinciale avec différents délégués de partout à travers la province, et des gens de Teacher Viewpoint ont préparé une résolution pour dire il faut se préparer à une grève et prévoir la possibilité de devoir faire une grève illégale aussi face au gouvernement. Déjà, la résolution a été adoptée et donc s'en suivait un processus, ça enclenchait un processus de mobilisation, de circulation d'informations, etc. Plusieurs mois à l'avance. Ensuite de ça, au point crucial, autre résolution importante qui a été adoptée dans cette même instance-là, en fait, c'est... qu'on a dit la grève, s'il y a grève, ne pourra pas prendre fin sur décision de l'exécutif provincial du syndicat. Il devra y avoir un vote à la base, une consultation à la base. Donc on réitérait, on affirmait ce processus démocratique-là et on a fait ça parce qu'on se rappelle de ce qui s'était passé en 2004 dans le secteur hospitalier alors que les directions syndicales avaient annoncé la fin d'une grève sur l'espace public avant même qu'on consulte à la base. Donc le caucus Teacher Viewpoint a joué un rôle très, très important de mobilisation, de circulation de l'information et de démocratisation du processus de lutte qui est absolument crucial pour comprendre cette grève-là. Ensuite de ça, sur les grèves tournantes de solidarité qui ont duré quelques jours pendant la grève, donc d'autres employés du secteur public qui faisaient la grève en solidarité,
La direction et des couches militantes au sein du SCFP de la Colombie-Britannique ont joué un rôle crucial aussi au cours des années qui ont précédé la grève de 2005, en faisant adopter dans les différents syndicats locaux des résolutions, en fait une résolution qui était reprise par les différents syndicats locaux, qui était une espèce d'affirmation de solidarité, un pledge en anglais. Une promesse de solidarité où on adoptait, on disait si d'autres syndiqués du secteur public vont en grève dans différents secteurs, mais nous on n'est pas directement touchés, on engagera des processus de solidarité qui pourraient mener jusqu'à une grève illégale de solidarité. Et donc déjà ces discussions-là ont eu lieu dans les mois et les années qui ont précédé et donc ça a préparé le terrain à une grève de solidarité illégale en 2005. Pour Xavier Lafrance, donc, afin d'arriver à une situation de défiance d'une loi spéciale ou d'une situation répressive, il faut donc travailler en amont à la repolitisation du mouvement syndical. Ce travail de repolitisation doit agir à l'interne des syndicats et évidemment directement sur les lieux de travail. Ce qu'il faudrait réveiller aujourd'hui au Québec, c'est donc une conscience de classe chez les travailleurs et travailleuses. J'ai rendez-vous pour un coaching, j'ai mis mon plus joli jogging. Les chômeurs c'est des sportifs, remplis de 3 tartines dans l'exomile. Motivé, t'as toujours pas cotisé, m'a dit ma future ex-copine. Je n'ai toujours pas l'honneur de payer des impôts, j'ai rien d'un meneur et rien d'un suiveur. Du coup je bouge pas trop, j'attends le bon boulot. Payer comme il faut, mais travailler c'est trop dur. Banquier c'est pas beau, tout sans cœur. Demain nous appartient. Messieurs les branleurs, allez prenez-vous en main, d'accord. Je commence demain, quoi, j'ai déjà dit ça hier. Agréé, mes sentiments distingués et nique ta mère. Ton boulot c'est ton seul salaire. Je tente une carrière en faraniente, y a plus rien qui m'arrête, on m'a dit. Il faut prouver ce que t'as. Si seulement j'étais noir, j'aurais l'excuse pour pas trouver de taf. Mais là faut que j'y aille. Je commence demain. Je l'ai déjà dit hier, mais là j'y crois bien. Je commence demain. Je l'ai déjà dit hier, mais là je suis en chien. Demain. Je commence demain. Ok patron, je commence demain. Après-demain, je suis syndiqué. Dans 3 jours, c'est la grève et sois sûr qu'on va te séquestrer. Paye ton SMIC à 3000 et surveille donc ton langage. Si fiston, c'est pas la Chine, on piège l'usine au but à gaz. Être sponsor par la CAF ou obéir à tes suffit. J'ai fait un trait de panne sur le taf et ouais, cogno, je suis créatif. Partisan du moindre effort, quitte à rester en galère. Plutôt qu'acheter de la vaseline pour accompagner mon salaire. Je veux un pub, un flipper, quelques hectares de BR. Déguster la fleur entre 2 parties. Vous écoutez toujours Action en direct, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. On vient d'entendre Je commence demain de Taipan. Alors, c'est déjà le temps de notre deuxième chronique juridique. Donc, notre juriste Richard Alexandre nous aide à mieux définir ce qu'est une loi spéciale dans cette chronique. Chronique juridique de la semaine. Qu'est-ce qu'une loi spéciale? Si on se fie au ô combien célèbre thésaurus de l'activité gouvernementale du gouvernement du Québec, on peut savoir que le terme loi spéciale est en fait une expression dite populaire pour désigner le concept juridique de loi d'exception. Donc une loi d'exception, ou bon, on va regarder l'expression loi spéciale, consiste en une loi votée par les membres de l'Assemblée législative, comme l'Assemblée nationale au Québec par exemple, une loi qui a pour fonction de répondre à une situation précise et unique. Généralement, on parle d'une situation dont le règlement est jugé, surtout par les autorités politiques, comme étant urgent. On dit souvent que les lois spéciales sont adoptées par les assemblées législatives afin de répondre à une situation de crise particulière. Il s'avère que souvent, ces crises particulières sont liées à des enjeux liés aux défenses des droits des travailleurs. Les lois spéciales ont généralement pour fonction de restreindre les droits et libertés fondamentales des citoyens et citoyennes d'un pays ou d'une province. Par exemple, les lois spéciales vont souvent s'attaquer aux droits constitutionnels à la liberté d'expression et aux droits constitutionnels à la liberté d'association. On dit constitutionnel parce que ces 2 droits sont protégés par les chartes canadiennes des droits et libertés et la charte des droits et libertés de la personne qui est applicable au Québec.
Ces restrictions expliquent généralement pourquoi la période d'application des lois spéciales est généralement limitée dans le temps. Dans le texte même de la loi, on prévoirait une durée d'application parce que sinon on considère qu'on violerait trop longtemps les droits et libertés des personnes visées par la loi spéciale. On dit donc qu'elles sont spéciales finalement tout simplement parce qu'elles ne sont pas totalement incorporées aux autres textes de loi existants en raison du fait qu'elles ne sont pas d'application à une durée indéterminée comme c'est le cas avec les lois comme le Code civil par exemple. On a ensuite demandé à Richard si on pouvait contester ces lois spéciales d'un point de vue juridique. Voici sa réponse. Les lois spéciales sont-elles légitimes? Sont-elles constitutionnellement valides? Et devons-nous les respecter? Il faut savoir qu'en 2015, on a eu un renversement constitutionnel majeur. La Cour suprême du Canada, qui considérait jusqu'alors que le droit à la liberté d'association impliquait essentiellement le droit à la négociation collective, donc le fait pour des syndicats de pouvoir négocier avec les patrons des conditions de travail, eh bien la Cour suprême a décidé que maintenant le droit à la liberté d'association allait non seulement englober le droit à la négociation collective, mais allait aussi englober le droit de grève. Donc maintenant, selon la Cour suprême du Canada, qui est l'instance suprême juridique au Canada, on considère que faire la grève est aussi protégé par la Constitution du Canada, ce qui fait en sorte que si on veut limiter ce droit-là, il faut que cette limitation soit raisonnable, soit contrôlée si on veut. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il existe présentement un flou à savoir si l'usage des lois spéciales sont constitutionnels ou pas. Plusieurs juristes, dont le professeur Michel Coutu de l'Université de Montréal, est d'avis que la plupart des lois spéciales seraient inconstitutionnelles et que les travailleurs seraient donc légitimes de continuer la lutte malgré le fait qu'elles soient adoptées. On voit donc qu'il est possible de faire face aux lois spéciales sur différents fronts, y compris la contestation par les tribunaux. Et maintenant, Jean-François, tu as réfléchi aux questions de lois spéciales en tentant aussi de penser l'actualité des attentats qui sont survenus récemment à Paris, en Égypte et au Liban. Oui, je vais d'abord me contenter de rappeler qu'à Paris, la loi d'exception, comme vous le savez, a été promulguée pour une durée de 3 mois. C'est l'équivalent ici des mesures de guerre. Or, plusieurs commentateurs ont tenu à rappeler que, pêle-mêle, vous avez cette loi des mesures de guerre a permis des fouilles visant à démasquer des terroristes, oui, bien sûr, mais elle a aussi permis d'interdire des manifestations prévues en marge du sommet sur l'environnement à Paris, en plus de mener au démantèlement de squats, des mesures qui finalement ont très peu à voir avec le terrorisme. Globalement, il s'agirait d'une dégradation inquiétante du climat légal, judiciaire et social. Et là-dessus, Jean-François, est-ce que tu aurais un texte à nous proposer? Je suis tombé sur un texte, justement, Le retour du boomerang de Jean-François Bayard. Bayard est un Suisse francophone, spécialiste des questions touchant l'Afrique. Sa colonne, donc, dans Libération, prend la forme d'un j'accuse. Il pointe du doigt et l'accuse, et c'est un texte qui est très dur à l'égard des supposées démocraties occidentales. Pour l'auteur, donc, les attentats témoignent d'une sorte de retour du boomerang, une sorte de retour des colonies vers les capitales. C'est un point de vue contestable, comme on le sait, mais je me suis demandé, donc, suivant Bayard, pourquoi ne pas, à l'inverse, considérer les colonies actuelles comme des images inquiétantes, comme des visions cauchemardesques ou prophétiques de ce que pourrait devenir le monde soumis, sans retour, cette fois à l'économie de marché. Qu'y a-t-il d'inquiétant, donc, dans cette image des colonies qui font retour vers les capitales? C'est quand même une bonne question. Mais oui, mais c'est un peu soulevé de façon oblique dans le texte de Bayard, mais après tout, ce qui nous a choqué au niveau de la guerre, dans les attentats de Paris, c'est que des lieux familiers puissent tout à coup se militariser. Tout à coup, Paris, la Rome antique, nous est apparu comme un paysage de guerre, comme une extension de la lointaine Damas. Or, pour ce climat de peur, qui accuse Bayard? Il accuse justement les gouvernements laxistes et opportunistes, inféodés au direct, aux bombardements improvisés, aux frappes punitives, et enfin, donc, à la real politic, cette politique en temps réel qui est celle au fond des sondages, des bulletins télévisés. La France peut ainsi bombarder la Syrie et voir la cote de popularité de Hollande remonter magiquement dans les sondages. Ces climats de guerre contemporains nous renvoient au fond, pour l'auteur, à la vacuité et à la vanité des démocraties néolibérales, à leur absence finalement de projet politique. Ce climat de guerre est un peu pour lui, enfin, une figure de la loi du marché.
Puis donc, comment on peut voir les lois du marché dans le cas des attentats de Paris? Ben, pour certains commentateurs, la question a été soulevée pour la très bourgeoise Radio-Canada, par exemple. On comprend que les attentats vont faire chuter la valeur de Paris comme destination touristique. Ce serait un drame, ce serait un ralentissement économique pour la capitale de France, avec les annulations de vols, etc. Donc Paris n'est plus traité comme une capitale, elle est traitée littéralement comme une destination vacances, un produit, une sorte de club Med ou de Disney World pour la démocratie. Au chapitre, donc, je passe rapidement, donc 3 points. Au chapitre de ce colonialisme du capital et des médias, d'abord, soulevons que François Morin, économiste, professeur et auteur de l'Hydre mondial, l'oligopole bancaire, chez Lux Éditeur, annonçait récemment que tous les États modernes sont désormais plus ou moins des provinces du grand capital. Morin, donc, qui est un chercheur, identifie 28 banques systémiques qui détiennent plus de capitaux, donc plus de pouvoir que plus ou moins 200 États. C'est un chiffre faramineux et vertigineux. 28 banques donc détiennent ensemble plus de pouvoir que Obama, Hollande, Cameron et l'ensemble des dirigeants du G20. Ce sont ces banques systémiques supérieures aux États qui sont au final les véritables interlocuteurs du politique. Deuxièmement, la question du tourisme, on peut l'analyser de ce même point de vue. Les États modernes, on le sait, veulent séduire. Ils se présentent comme des produits, des terres d'accueil, voire comme des paradis pour les investissements étrangers. Les États travaillent très fort sur leur image. Troisièmement, donc, et enfin, le terrorisme 3.0 prend acte de cette économie de l'image. Daesh, on le sait, tente de plus en plus d'atteindre des cibles liées à l'économie, est considéré désormais comme stratégique aujourd'hui uniquement ce qui interrompt la marche des capitaux, ce qui effraie les investisseurs, les investissements étrangers, etc. Et ça, oui, Daesh, ils ont l'air de l'avoir très bien compris. Dans l'œil du capital, donc, tous les pays sont des colonies, des lieux de croissance pour l'économie de marché. Pour Bayard, enfin, l'une des fautes des États modernes est de ne plus traiter les territoires qui sont sous leur gouverne que comme des colonies comptoirs. Le principal mode de fonctionnement des États devient le contrat. On achète ainsi du gaz, du pétrole, de la force de travail. On fait importer des volumes d'immigrants, 20 000 ou 25 000 selon ce que vous avez besoin pour la prochaine année. Enfin, Bayard conclut, et je conclurai également, la République oublieuse nous a privés de plus en plus des moyens de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Il s'agit enfin d'une critique très dure du néolibéralisme et de ses politiques comptables à courte vue et finalement imbéciles. Et un mot en conclusion? Mais pour Bayard, ce sont ces rapports de domination-colonie versus projet politique qu'il faudrait désormais repenser. L'auteur lance ainsi un appel aux résistances politiques, mais aussi intellectuelles, un appel à développer d'autres alternatives au projet capitaliste. Voilà où serait aujourd'hui la véritable résistance. C'est donc le texte s'appelle Le retour du boomerang de Jean-François Bayard, à lire donc sur Libération. Merci beaucoup, Jean-François. Et maintenant, Félix, tu vas nous parler du documentaire Carré rouge sur fond noir, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, oui, en effet, ce matin, je vous parle en effet du documentaire Carré rouge sur fond noir, réalisé par Hugo Sanson et Santiago Bertolino, dans la foulée de la crise du printemps érable qui a secoué le Québec en 2012. Le film est sorti le 30 août 2013, mais la réalisation du projet commence avant la grève étudiante et se fait tout au long de celle-ci en suivant les membres de l'AC, l'Association syndicale pour une solidarité étudiante. Ce documentaire présente une des plus grosses grèves de l'histoire du mouvement étudiant au Québec, du point de vue des jeunes qui sont au cœur de ce mouvement. Même si au départ le documentaire suit les gens de l'AC, il ne fait pas une apologie du mouvement étudiant. Il présente de façon chronologique une grève qui se transforme en lutte sociale et on pourrait même dire en crise sociale. Puis justement, dans quel contexte social est-ce que ce film s'inscrit? Eh bien, je pense pouvoir affirmer sans problème que la grande majorité des Montréalais connaissent le printemps érable pour l'avoir vécu aux premières loges. Mais le printemps érable, c'est plus que juste des manifs et une grève étudiante. C'est un soulèvement social contre une corruption gérée par une élite qui s'est infiltrée dans notre gouvernement et qui a déclenché ce mouvement lorsqu'il a voulu endetter ses étudiants. Certes, les causes revendiquées à la table de négociation tournaient autour de la gratuité scolaire, mais la crise sociale était plus large que ça. Elle est arrivée quand on a réalisé que le gouvernement refusait d'écouter sa population et la réprimait de façon parfois violente. Et maintenant que ce contexte est établi, quels aspects de la lutte est mis de l'avant dans ce documentaire? En fait, ce documentaire met de l'avant surtout l'envers du décor de la démocratie étudiante et ses rouages. Oui, les gros événements de cette grève y sont inévitablement représentés, mais on voit surtout tout le travail qui a été nécessaire pour que cette lutte fasse un effet et laisse une marque sur l'histoire du Québec.
Ce documentaire explique tout le travail de législation étudiante derrière ce conflit. On y démontre les jeux politiques utilisés par le gouvernement lors de cette crise. D'ailleurs, son apogée est atteinte lorsque le gouvernement adopte une loi spéciale, ce qui mène à un soulèvement populaire qui dépasse les étudiants. Et parlant de loi spéciale, en quoi consistait la loi 78? En fait, il s'agissait ici d'une loi visant le retour forcé des étudiants en classe. En voici les grandes lignes. Tout d'abord, tout rassemblement de plus de 50 personnes n'ayant pas fourni d'itinéraire est déclaré illégal et passible d'amende. Les professeurs et étudiants n'ont plus le droit d'inciter à la grève, et les lignes de piquetage deviennent illégales. La Commission des droits de la personne ainsi que le Barreau du Québec ont condamné cette loi qui suspend les droits démocratiques fondamentaux de l'ensemble des citoyens. Elle sera toutefois maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée au pouvoir du Parti québécois. Il paraît évident que cette loi a été utilisée comme outil de peur et comme bâillon par le gouvernement en place. Elle semble avoir servi comme protection légale à la répression politique. Ce qui est vraiment dommage ici, c'est que malgré le fait que cette loi spéciale a été décriée par la Commission des droits de la personne et que du même coup, Amnesty International déplore les pratiques de nos corps policiers, notre gouvernement en 2012 semble faire la sourde oreille pour ne pas perdre la face. Et pour terminer, quelles ont été tes impressions face à ce film-là et qu'est-ce que t'en retiens? Eh bien, ce documentaire était très bon et très dynamique. Ce que j'ai bien apprécié de ce film, c'est qu'il réussissait à démontrer l'enfer du décor de façon réaliste. Il est intéressant de remarquer que toutes les images de manifestations ont été captées par les réalisateurs du film, et ce, à leur propre risque. On peut également ressentir l'émotion de cette lutte sociale à travers ce film. Ce qui est également bien avec ce documentaire, c'est qu'il nous présente l'autre côté de la médaille d'un moment historique du Québec, sans le parti pris et la fausse neutralité des médias de masse. Si certains comme moi sont nostalgiques du printemps érable, ce documentaire est définitivement pour vous. Si vous souhaitez simplement en apprendre plus sur un mouvement historique des luttes sociales au Québec, ce film risque fort de vous intéresser. Et si vous souhaitez simplement écouter un bon documentaire, n'hésitez surtout pas. Pour ma part, j'ai loué le documentaire à la Cinémathèque, mais je sais qu'il se trouve en 5 parties sur YouTube. Donc, merci beaucoup. C'était la chronique culture et cinéma de cette émission. C'est maintenant le temps du calendrier. Donc, on commence le tout avec mardi le 24 novembre. Il y a une conférence sur la Révolution espagnole qui s'appelle « Saisir la Révolution espagnole » au Cégep du Vieux-Montréal, au local A934 à 19h. Par la suite, jeudi le 26 novembre, il y a un panel de discussion syndicalisme et révolution à l'UQAM au 405 Sainte-Catherine-Est à 6h30 du soir. Par la suite, samedi le 28 novembre, il y a une manifestation unitaire, saccage austère et réplique populaire au Parc Jarry, Coin Jarry et Saint-Laurent à 13h. Le même soir, il y a une soirée bénéfice reggae pour le Revolution Fest au studio Backstage au 1661 Sainte-Catherine-Est à 21h. Et par la suite, lundi le 30 novembre, il y a une manifestation de soir au Square Phillips à 20h. Et maintenant, en terminant, on peut peut-être faire un tour de table avec nos différents chroniqueurs. Qu'est-ce que vous auriez ajouté par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui? La loi spéciale, c'est quand même un gros thème. Ben moi, si je peux me permettre, je dirais que à la lumière de ce qu'on semble voir, c'est que les lois spéciales sont souvent utilisées par nos gouvernements pour apposer un bâillon sur notre population, pour bypasser, excusez-moi l'anglicisme, le droit de parole de notre population. En fait, c'est souvent... c'est décriable et c'est très dommage la présence des lois spéciales, je trouve. Oui, un point de vue intéressant. On peut traduire bypasser par contourner, je pense, cher ami. Mais oui, le point de vue de Rala, donc Richard Alexandre, est assez intéressant. C'est des lois qui sont limitées dans le temps et qui ont des portées extrêmement limitées. Et il s'agit de se rendre compte que souvent la menace de loi spéciale est utilisée par les centrales syndicales pour dire, ben écoutez, on peut pas aller plus loin, on s'est rendu au bout de nos capacités, alors qu'on se rend compte qu'elles peuvent être très facilement contournées, contester avec une meilleure organisation. Ça, je pense que c'est rassurant. Il faut arrêter de se dire que la loi spéciale, c'est un cap infranchissable. Au contraire, on voit qu'il y en a à tous les ans depuis 50 ans. Donc, on va arrêter de s'exciter avec la menace de la loi spéciale, là.
Ça paraissait pas, mais ça faisait extrêmement froid ce matin-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ni le froid et encore moins la froideur d'un gouvernement qui va le faire reculer. Donc, moi, je dis, let's go, on y va à fond, puis c'est ça. Excellent. Oui, puis d'ailleurs, comme on le rappelait en début d'émission, il y a 3 journées de grève qui ont été annulées par le Front commun cette semaine, qui étaient prévues pour le début décembre. Donc, c'est quand même surprenant, disons, étant donné qu'il y a plusieurs rondes de négociations importantes qui s'en viennent de suspendre comme ça plusieurs journées de grève qui visaient justement à augmenter le rapport de force face au gouvernement. J'en profiterai également pour dire à nos auditeurs, ne vous laissez pas amadouer par le risque de loi spéciale qui est lancé sur la table par le gouvernement, parce que la plupart du temps, et on l'a vu avec l'histoire même en 2012, qu'est-ce que c'est réellement qu'une menace de loi spéciale? C'est pour essayer de faire plier un mouvement de grève sans avoir à mettre de l'eau dans son vin. Je pense que s'il y a quelqu'un qui doit mettre de l'eau dans son vin, c'est bel et bien notre gouvernement. Donc, il faut qu'on se tienne. Et d'ailleurs, je peux me permettre de donner mon opinion là-dessus. Je trouve plutôt dommage que ces jours de grève aient été coupés pour supposément des négociations. On reste à voir. Oui, il n'y a pas tellement de négociations. Moi, je dis qu'on devrait voter pour tous les travailleurs de la fonction publique une augmentation de salaire d'au moins 50%, comme celle que vient de se voter M. Couillard. Je pense que ce serait au moins, ce serait un minimum. M. Couillard, ça, c'est ce qu'on appelle l'équitabilité. Excellent. Ben, on va conclure là-dessus. Je pense qu'on va traiter la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va traiter encore une fois des travailleurs et travailleuses. Évidemment, c'est le sujet central de notre émission. Mais bon, ce qui est important ici aussi de comprendre, c'est que c'est primordial pour vous d'être présent sur les lignes de piquetage lorsque ça a lieu, parce que c'est comme ça qu'on fait entendre notre voix au gouvernement, surtout maintenant que ce sont les travailleurs et travailleuses de la fonction publique qui se lèvent et non les étudiants. Donc c'est moins mal vu, disons-le, par la population, parce que semblerait-il qu'il y a plus de crédibilité chez les travailleurs et travailleuses. J'ai certains doutes là-dessus, mais bon. Donc moi je peux juste vous dire, continuez à faire le travail que vous faites sur les lignes de piquetage et au sein de nos institutions, parce que c'est les travailleurs et travailleuses qui font vivre cette économie et non notre gouvernement corrompu. Et il y a peut-être des travailleurs qu'on a oubliés récemment, c'est les travailleurs du communautaire. On voudrait aussi dire qu'on est solidaires de ces personnes-là. Elles font un travail incroyable. On en parle en ce moment, mais trop peu, dans le cadre des négociations sur les migrants syriens. On dit oui, on va envoyer tous ces gens-là au communautaire pour la francisation, pour l'intégration. Le communautaire, en ce moment, il crève de faim. On vous a pas oublié. On vous tient au courant des luttes aussi qui vont s'organiser de votre côté. D'ailleurs, je me permettrais de dire, si jamais vous avez des événements que vous souhaitez qu'on ajoute à notre calendrier, n'hésitez pas à nous les envoyer sur la page de l'émission Action en direct pour qu'on puisse les ajouter. Et d'ailleurs, le calendrier que je vous ai énuméré sera mis dès demain sur la page de l'émission sur Facebook. Merci infiniment, Félix. Donc, comme Félix l'a dit, pour nous rejoindre, il y a la page Facebook, facebook.com/Action en direct. Il y a également notre courriel actionendirect@gmail.com. Donc, merci à toute l'équipe, à nos chroniqueurs et à Tristan et Brice à la technique. On remercie également les travailleuses et travailleurs qui nous ont donné des entrevues et qui continuent à tenir des lignes de piquetage. Et surtout, merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous pour cette émission. Vous êtes mécontent de votre condition d'ouvrier, j'imagine. Ah oui, c'est que les cadences sont déjà trop fortes, les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire, c'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des mères et de l'appui de la population qu'on aurait perdu cette grève-là. Nous rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas l'ordre du